Je m'appelle Émilie Moreau, une femme de 32 ans qui a toujours cru que la vie à Paris était un rêve éveillé, un tableau impressionniste où chaque rue pavée, chaque café animé et chaque rayon de soleil sur la Seine composait une symphonie parfaite. Mon quotidien, vu de l'extérieur, respire l'harmonie. Je suis professeur de littérature française dans un lycée prestigieux du quartier du Marais, où les façades anciennes des bâtiments semblent murmurer des secrets d'un autre siècle. Mes élèves, des adolescents aux yeux brillants, m'adorent pour mes leçons passionnées sur Balzac et Flaubert. J'aime voir leurs visages s'illuminer quand je leur explique comment Emma Bovary incarne le tourment de l'âme humaine, piégée entre rêve et réalité. Chaque matin, je traverse les rues étroites, mon sac rempli de livres cornés et de notes griffonnées, sentant l'odeur du pain frais des boulangeries qui me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie. L'enseignement n'est pas seulement un métier pour moi, c'est une vocation, une façon de transmettre la beauté des mots, de faire vibrer les cœurs jeunes avec les échos du passé. Mon mari, Antoine, est l'incarnation du succès parisien. À 35 ans, il est avocat dans un cabinet renommé du quartier des affaires, La Défense, où les tours de verre reflètent le ciel comme des miroirs ambitieux. Il traite des affaires internationales, négocie des contrats avec des clients fortunés, et rentre souvent avec des histoires de victoires judiciaires qui font briller ses yeux verts. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans, lors d'une soirée littéraire au Louvre ironique, n'est-ce pas? Lui, l'homme de loi pragmatique, et moi, la rêveuse des lettres. Il m'avait séduite avec son charisme, ses compliments sur ma passion pour les classiques, et ses promesses d'une vie partagée entre culture et ambition. Notre mariage, il y a 4 ans, avait été un événement somptueux, une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'une réception dans un hôtel particulier avec vue sur la tour Eiffel. Nos amis nous enviaient, nous surnommant le couple parfait, elle, l'intellectuelle élégante, lui, le conquérant moderne. Notre appartement, un haussmannien spacieux rue de Rivoli, est le sanctuaire de cette normalité apparente. Les hauts plafonds moulurés, les parquets craquants et les grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière dorée du matin en font un havre de paix. J'ai décoré les lieux avec soin, des meubles vintage chinés aux puces de Saint-Ouen, des étagères débordant de livres anciens, et des toiles abstraites accrochées au mur crème. Le salon s'ouvre sur un balcon minuscule où nous prenons parfois le petit déjeuner, observant les touristes flâner en bas. Antoine adore cet endroit, il dit que c'est le reflet de notre réussite commune. Et pourtant, sous cette surface polie, une tension subtile commence à s'infiltrer, comme une fissure invisible dans un vase précieux. Ce matin-là, par exemple, tout semble ordinaire. Je me lève tôt, comme d'habitude, pour préparer le café. L'arôme riche de l'espresso remplit la cuisine, mélangeant avec l'odeur des croissants que j'ai achetés la veille. Antoine émerge de la chambre, ses cheveux encore ébouriffés, vêtu d'un costume impeccable taillé sur mesure. Il m'embrasse distraitement sur la joue, murmurant un « bonjour, chérie » qui sonne un peu mécanique. Nous nous asseyons à la table en bois massif, et je lui tends sa tasse. « Comment s'est passée ta soirée hier ?» demandai-je, en référence à son retour tardif. Il hausse les épaules, les yeux fixés sur son téléphone. Un dossier urgent, tu sais comment c'est. Des clients exigeants. Sa réponse est laconique, comme si les détails étaient trop triviaux pour être partagés. Je souris, masquant une pointe de déception. Autrefois, il me racontait tout, les anecdotes drôles des plaidoiries, les intrigues des négociations. Maintenant, ses absences se multiplient, prétextées par le travail, et je me sens reléguée au second plan. Pendant que je beurre mon croissant, il pose son regard sur moi, critique. Tu portes ça pour aller au lycée? Cette jupe est un peu trop décontractée, non? Tes collègues te voient comme ça. Ces mots, prononcés avec un ton faussement concerné, me piquent comme une épine. Je baisse les yeux sur ma tenue, une jupe fluide en lin, un chemisier blanc simple, confortable pour une journée de cours. C'est pratique pour enseigner, Antoine. Et puis, ce n'est pas un défilé de mode. Je ris pour détendre l'atmosphère, mais son froncement de sourcils persiste. Je dis ça pour toi, Émilie. Tu mérites de briller. Briller? Selon ses standards, peut-être. Je sens une anxiété sournoise me serrer la gorge, comme si ces remarques, anodines en surface, creusaient un fossé entre nous. Pourquoi ce besoin de me corriger? Est-ce le stress de son boulot qui le rend si pointilleux? Je range la table pendant qu'il prépare son attaché-caisse. En passant près de lui,
je remarque son téléphone oublié sur le comptoir. L'écran s'allume brièvement, un message entrant, à ce soir, d'un numéro inconnu, signé d'un cœur. Mon cœur à moi bat plus fort, un mélange de curiosité et de malaise. Qui est-ce? Une cliente? Une collègue? Je l'ignore, préférant croire à une erreur, un envoi mal dirigé. Antoine le récupère prestement, glissant l'appareil dans sa poche sans un mot. Je file, réunion importante, dit-il en m'embrassant à nouveau, cette fois sur les lèvres, mais sans chaleur véritable. La porte claque derrière lui, laissant un silence pesant dans l'appartement. Seul, je m'assois un moment, contemplant la vue sur la Seine. Les bateaux-mouches glissent paresseusement, transportant des touristes émerveillés. Ma vie ressemble à ça, une croisière tranquille en apparence, mais avec des courants sous-marins qui menacent de tout perturber. Je repense à nos week-ends en Normandie, il y a encore un an, des escapades à Deauville, main dans la main sur la plage, riant des embruns salés. Maintenant, ces moments se raréfient. Antoine annule souvent, invoquant des urgences, et quand nous sortons avec des amis comme ce dîner récent chez Pierre et Marie, un couple d'avocats, il domine la conversation, me coupant parfois la parole avec un « Émilie exagère ses théories sur Proust ». Les rires autour de la table masquent mon embarras, mais intérieurement, je bouillonne. Pourtant, je m'accroche à l'idée que c'est passager. Le mariage n'est pas un conte de fées perpétuel, il y a des hauts et des bas. Je me dis que son comportement est dû à la pression professionnelle, ses longues heures au cabinet, ses voyages d'affaires à Bruxelles ou Genève. Peut-être ai-je moi-même changé, absorbé par mes cours et mes corrections de copie tardive. Ce soir, il rentrera peut-être avec des fleurs, comme il l'a fait il y a quelques mois après une dispute similaire, et nous nous réconcilierons sur le balcon, un verre de vin à la main, sous les lumières de la ville. Paris, la ville de l'amour, ne peut pas nous trahir. Mais au fond de moi, un doute persiste, comme un nuage obscurcissant le ciel bleu. En me préparant pour le lycée, je me regarde dans le miroir de la salle de bain, mes cheveux châtains ondulés, mes yeux noisettes expressifs, mon sourire qui cache une fatigue naissante. Suis-je encore la femme qu'il a épousée? Ou suis-je en train de m'effacer, petit à petit, sous le poids de ces tensions invisibles? Je secoue la tête, chassant ces pensées. Aujourd'hui est un jour comme les autres, je vais enseigner, inspirer, et rentrer dans notre nid douillet. La normalité est mon bouclier, même si elle commence à craquer. En sortant, je traverse le Marais animé. Les boutiques chics, les galeries d'art, les passants élégants, tout semble en place. Mais en moi, une sensation diffuse grandit, celle d'un orage qui s'approche, lent mais inexorable. Antoine m'aime, j'en suis sûre. Ou du moins, je veux y croire. Le soir venu, quand il rentrera tard une fois de plus, je sourirai, minimisant le malaise. Mais dans l'intimité de mes pensées, je sens les fissures s'élargir, prêtes à tout faire éclater. Les jours qui suivent ce matin anodin où j'ai aperçu ce message suspect sur son téléphone, les signes se multiplient comme des ombres s'allongeant au crépuscule, insidieuses et impossibles à ignorer complètement. Paris, avec son rythme effréné, semble amplifier cette tension naissante, les rues bondées du Marais, où je marche chaque matin vers le lycée, me paraissent soudain plus étouffantes, comme si l'air chargé d'humidité portait le poids de secrets non dits. Antoine, mon mari si charismatique, commence à révéler un visage que je n'avais pas vu venir, un comportement contrôlador qui s'insinue petit à petit, déguisé sous des airs de sollicitude. Tout commence vraiment un soir, après une journée épuisante au lycée. J'avais passé l'après-midi à décortiquer Madame Bovary, avec mes élèves de terminale, explorant les thèmes de l'illusion et de la désillusion, ironie du sort qui me frappera plus tard. Fatigué mais revigoré par leurs débats animés, je décide de rejoindre Sophie, ma meilleure amie depuis l'université, pour un café rapide au Café de Flore, ce bastion mythique du Saint-Germain-des-Prés où les intellectuels d'antan ont philosophé sur l'existence. Sophie, avec ses cheveux roux flamboyants et son rire contagieux, est mon ancre dans la réalité, elle enseigne l'histoire dans un collège voisin et me confie toujours ses anecdotes hilarantes sur ses élèves turbulents. Ce jour-là, nous parlons de tout et de rien, de mes projets de vacances, de ses dernières lectures, et inévitablement, d'Antoine. Il semble distant ces temps-ci, lui avouai-je en sirotant mon cappuccino, la mousse crémeuse laissant une trace sur mes lèvres. Elle fronce les sourcils, mais je balaie, c'est le travail, tu sais. Je rentre chez nous vers 20h,
les rues illuminées par les lumières des vitrines de Noël précoce. Nous sommes en automne, mais Paris anticipe toujours les fêtes. L'appartement est plongé dans une semi-obscurité, seule la lampe du salon diffuse une lueur jaunâtre. Antoine est là, assis sur le canapé en cuir, les bras croisés sur sa poitrine, son costume encore impeccable mais son expression tendue comme un arc prêt à décocher une flèche. « Où étais-tu » lance-t-il d'une voix froide, accusatrice, qui me fiche sur le seuil. Ses yeux verts, habituellement pétillants, sont maintenant plissés, scrutateurs. Je pose mon sac, surprise par ce ton inhabituel. J'étais avec Sophie, au café de Flore. Je t'ai dit ce matin que je la voyais après les cours. Il se lève d'un bond, marchant vers moi avec une lenteur calculée. Tu ne réponds pas à mes appels ? J'ai essayé 3 fois. Je vérifie mon téléphone, effectivement, des appels manqués, mais le volume était bas à cause de la classe. Désolé, je n'ai pas entendu. Mais ce n'est pas grave, non ? C'était juste un café entre amis. Il balaie ma réponse d'un geste de la main, comme si mes mots étaient des miettes insignifiantes sur la table. Tu passes trop de temps avec elle, Émilie. Sophie t'influence mal, elle est toujours si libre, si imprévisible. Tu as besoin de stabilité, pas de ces discussions futiles qui te distraient. Ces paroles me heurtent comme une gifle invisible. Sophie est ma confidente, celle qui me rappelle qui j'étais avant le mariage, avant que la routine ne m'engloutisse. Je sens une manipulation subtile s'installer, il isole mes amis, un par un, sous prétexte de mon bien-être. C'est pour toi que je dis ça, ajoute-t-il en adoucissant sa voix, posant une main sur mon épaule. Mais ce contact, autrefois réconfortant, me semble maintenant possessif, comme des chaînes déguisées en caresses. Je marmonne un « d'accord » pour apaiser la situation, mais intérieurement, un malaise grandit, une graine de doute plantée dans mon esprit fertile. Les jours suivants, ce contrôle s'étend comme une toile d'araignée. Au bureau ou plutôt, au lycée, mon téléphone sonne à des heures imprévues. C'est Antoine, vérifiant mes horaires comme si j'étais une enfant incapable de gérer son temps. Tu rentres à quelle heure aujourd'hui ? Assure-toi de ne pas traîner. Sa voix au bout du fil est neutre, mais je perçois l'insistance, le besoin de savoir exactement où je suis. À midi, alors que je corrige des copies dans la salle des professeurs, entouré de l'odeur de café froid et de marqueurs effaçables, il appelle pour confirmer si j'ai bien une réunion après les cours. Je m'inquiète pour toi, avec tous ces transports en commun bondés. Inquiétude ? Ou surveillance ? Je commence à me sentir piégée, mes mouvements scrutés, mes libertés érodées petit à petit. Puis vient le week-end prévu à Lyon, une escapade que j'attendais avec impatience. J'avais réservé un hôtel charmant près de la place Bellecour, imaginant des promenades dans le vieux Lyon, des dégustations de quenelle et de vin Beaujolais. Antoine avait promis, ce sera romantique, juste nous deux, loin du stress parisien. Mais vendredi soir, alors que je fais mes valises, rangeant mes robes légères et mes livres de poche, il rentre avec une mine contrite. Désolé, chérie, mais il y a une urgence professionnelle. Un client important exige une réunion demain matin. Mon cœur se serre, c'est la 3e fois en 2 mois qu'il annule nos plans. Mais on peut partir dimanche, proposai-je, essayant de sauver ce qui peut l'être. Il secoue la tête, impossible, ça va durer tout le week-end. Déçu, je range mes affaires, mais plus tard, alors qu'il est sous la douche, son téléphone vibre sur la table de nuit. Je ne peux m'empêcher de jeter un œil curiosité malsaine, ou intuition ? Un appel entrant, d'un numéro non enregistré. J'hésite, mais la voix féminine qui rit à l'autre bout quand il décroche, encore ruisselant d'eau, me glace. Oui, c'est parfait pour demain, dit-il en souriant, un sourire que je ne lui ai pas vu depuis longtemps. C'est une cliente, explique-t-il en raccrochant, haussant les épaules comme si c'était anodin. Elle a besoin d'un conseil urgent. Mon estomac se noue en un nœud douloureux, ce rire complice, cette familiarité. Suis-je paranoïaque ? Je me force à sourire, mais le doute s'insinue, poison lent dans mes veines. Le point culminant de cette semaine infernale arrive lors d'un dîner familial chez mes parents, à Versailles. La maison familiale, une villa élégante au jardin manucuré, sent bon le rôti au four et les souvenirs d'enfance. Ma mère, avec son chignon impeccable, nous accueille avec des bises parfumées. Mon père, retraité de la diplomatie, discute politique avec Antoine. Autour de la table en chêne massif,
dressé avec la porcelaine fine, la conversation coule comme le vin rouge. Je raconte une anecdote sur un élève qui a comparé Les Misérables à la société moderne, passionné par le lien entre littérature et réalité. Mais Antoine m'interrompt abruptement, Émilie exagère toujours ses histoires littéraires. Ce n'est qu'un gamin qui récite des clichés. Sa voix porte, et les rires forcés de la famille suivent. Ma sœur étouffe un gloussement, mon père hausse un sourcil amusé. Je rougis jusqu'aux oreilles, sentant la chaleur monter comme une marée rouge. Humilié en privé, devant ceux qui me connaissent depuis toujours, je baisse les yeux sur mon assiette, feignant d'ajuster ma serviette. Ce soir-là, de retour à Paris, sous la douche brûlante de notre salle de bain aux carreaux mosaïques, les larmes coulent enfin, se mêlant à l'eau cascadant sur mon corps. Un mélange de colère et de confusion m'envahit. Pourquoi me traite-t-il ainsi? Pourquoi ces piques constantes, ces interruptions qui me diminuent? Je repense à nos débuts, ces promenades main dans la main le long des quais de la Seine, où il me murmurait des promesses d'amour éternel sous les ponts illuminés. Tu es ma muse, Émilie, disait-il alors, ses compliments comme des pétales de rose. Maintenant, il se mue en critique voilée, tu pourrais faire plus d'efforts, ne sois pas si naïve. Je me sens petite, insignifiante, comme si mon identité, cette professeure passionnée, cette femme indépendante s'effaçait sous son ombre dominante, écrasante. Pourtant, je reste. Espérant un retour à la normale, je me convainc que c'est une phase, que l'amour triomphera. Ignorant que ces signes ne sont que le début d'une trahison plus profonde, un prélude à une tempête qui va tout balayer. Paris continue de briller dehors, indifférente à mon tourment intérieur, mais en moi, les fissures s'élargissent, prêtes à rompre. La tension qui s'était accumulée comme un orage distant éclate enfin, culminant en une humiliation publique qui me marque au fer rouge, me laissant pantelante au milieu d'un monde qui semblait si solide. C'était lors d'une soirée mondaine organisée par le cabinet d'Antoine au Louvre, ce palais des arts où l'histoire et la beauté se mêlent en un tourbillon éternel. Le musée, avec ses galeries immenses et ses œuvres immortelles, avait été privatisé pour l'occasion, un cocktail prestigieux réunissant avocats, clients influents et figures du monde des affaires parisiens. J'avais reçu l'invitation avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Ces événements étaient rares pour moi, habitué à mes salles de classe modestes du Marais, mais Antoine insistait, c'est important pour ma carrière, et tu es ma femme, tu dois être là. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais belle, revigorée. J'avais passé l'après-midi chez un coiffeur du quartier latin, laissant mes cheveux châtains onduler en cascade souple, et j'avais choisi une robe rouge élégante, achetée impulsivement dans une boutique de la rue Saint-Honoré. Le tissu soyeux épousait mes formes avec grâce, le décolleté subtil mettait en valeur mon collier de perles, un cadeau de mariage d'Antoine. En me regardant dans le miroir avant de partir, j'avais souri à mon reflet. Ce soir, je brille, me suis-je dit, espérant raviver la flamme qui vacillait entre nous. Le taxi me dépose devant l'entrée pyramidale du Louvre, illuminée comme un joyau sous le ciel nocturne de Paris. L'air est frais, chargé de l'odeur des feuilles mortes du jardin des Tuileries voisins, et les invités affluents en tenue chic, smokings impeccables, robes de cocktail scintillantes, rires sophistiqués qui résonnent sous la verrière. Je franchis les portes, mon invitation à la main, et cherche Antoine du regard. Il est en retard, comme souvent ces derniers temps, prétextant une réunion prolongée. Je patiente près d'une statue antique, sirotant un verre de champagne offert par un serveur en livrée. Les bulles pétillent sur ma langue, un contraste avec l'anxiété qui me noue l'estomac. Enfin, il arrive, élégant dans son costume sur mesure, ses cheveux noirs impeccablement coiffés. Il m'embrasse distraitement sur la joue, désolé, chérie, le trafic. Sans un compliment sur ma tenue, il m'entraîne vers un groupe de collègues, des hommes en costume sombre discutant de fusion d'entreprises et de marchés boursiers. Je reste en retrait, souriante, essayant de m'intégrer à cette bulle d'élite où les conversations tournent autour de chiffres et de pouvoir, loin de mes passions littéraires. Et la soirée bat son plein, la salle des Cariatides, avec ses colonnes sculptées et ses plafonds ornés, vibre de musique douce et de cliquetis de verre. Antoine, au centre de l'attention, raconte une anecdote judiciaire avec son charisme habituel, captivant l'assemblée. Je me joins à une conversation voisine, avec une femme d'affaires et un couple d'avocats. Enthousiaste, je partage mes réflexions sur la littérature française, liant le rouge et le noir, de Stendhal aux intrigues modernes du monde professionnel. Julien Sorel incarne l'ambition dévorante, n'est-ce pas? Comme dans vos négociations,
où le pouvoir corrompt subtilement. La femme acquiesce, intéressée, et le débat s'anime. Pour une fois, je me sens à ma place, mes mots coulant avec assurance, nourris par des années d'enseignement. Mais soudain, la voix d'Antoine s'élève, tranchante comme une lame, coupant à travers le brouhaha. Il se tourne vers notre groupe, les yeux plissés. Émilie, arrête de monopoliser la conversation avec tes théories littéraires absurdes. Personne ne s'intéresse à tes rêveries romantiques ici. Nous parlons d'affaires réelles, pas de contes de fées poussiéreux. Les mots claquent comme un fouet, résonnant dans la salle immense. Les regards se tournent vers moi en un instant synchronisé, des murmures fusent, comme un vent froid balayant la pièce. Une femme, peut-être une collègue d'Antoine, rit nerveusement, couvrant sa bouche d'une main gantée. Mon cœur martèle dans ma poitrine, un tambour affolé, je sens mes joues brûler, une chaleur infernale montant de mon cou jusqu'à mes tempes. Antoine, s'il te plaît. Murmurai-je, ma voix tremblante à peine audible, un plaidoyer désespéré pour qu'il s'arrête. Mais il continue, impitoyable, son ton montant d'un cran. Tu es ridicule ce soir, Émilie. Regarde-toi, avec cette robe qui ne te va pas du tout, on dirait que tu as emprunté la garde-robe d'une étudiante. Concentre-toi sur le présent, pas sur tes livres jaunis. L'assemblée est figée, un tableau vivant de malaise, regard fuyant, sourire crispé, quelqu'un tout saute pour briser le silence. Je me sens nue, exposée sous les lumières crues du Louvre, comme si mes vêtements avaient disparu, laissant mon âme à vif. La robe rouge, que j'adorais il y a une heure, me semble maintenant vulgaire, un déguisement raté. Les larmes montent, brûlantes, et je quitte la salle en hâte, prétextant un malaise soudain. Excusez-moi, balbutiai-je, traversant la foule qui s'écarte comme la mer Rouge. Dehors, sous la pyramide illuminée qui scintille comme un diamant géant, je m'effondre sur un banc de pierre froide, le monde tourbillonnant autour de moi. Les touristes passent, indifférents, leurs appareils photo clignotants, la scène coule paisiblement en contrebas, mais en moi, une tempête rage. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pour me punir d'exister en dehors de son ombre? Pour affirmer son pouvoir devant ses pairs, me reléguant au rôle de l'épouse insignifiante? Les souvenirs affluent, ces critiques privées, multipliées ces derniers mois, mais jamais en public, jamais avec une telle cruauté. Mon téléphone vibre un message de Sophie, tout va bien? Je ne réponds pas, trop brisé pour formuler des mots. Antoine me rejoint enfin, une demi-heure plus tard, feignant l'inquiétude. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, rentrons. Dans le taxi qui nous ramène rue de Rivoli, l'habitacle sent le cuir neuf et la tension épaisse. Il minimise l'incident, comme toujours, c'était une blague, Émilie. Tu es trop sensible, tu prends tout au tragique. Les gens ont ri, c'était léger. Léger? Pour lui, peut-être, mais pour moi, c'est une plaie ouverte, saignant de humiliation. Je fixe les lumières de Paris qui défilent, les ponts illuminés se reflétant dans l'eau noire, et je me tais, ravalant mes larmes. À la maison, il s'endort vite, ronflant paisiblement, tandis que je reste éveillée, revivant la scène en boucle, les regards de pitié, les murmures, son sourire condescendant. Une rage sourde monte en moi, un feu naissant au creux de mon ventre, mélange de colère et de désespoir. Le lendemain, au lycée, le mal se propage comme un virus. Mes collègues, qui ont des connexions dans le monde juridique, Paris est un village, après tout, en ont entendu parler. Dans la salle des professeurs, aux murs tapissés d'affiches littéraires, les regards se font compatissants. Ça va, Émilie? On a entendu pour la soirée. Murmure une prof d'histoire, posant une main sur mon bras. Je souris faiblement, prétextant une migraine, mais intérieurement, je bouillonne. Même mes élèves perçoivent quelque chose, l'un d'eux, un garçon sensible, me demande si je suis fatiguée. L'humiliation n'est pas seulement publique, elle s'infiltre dans ma vie professionnelle, me faisant douter de tout. Assise à mon bureau, entourée de piles de copies sur « les liaisons dangereuses », je réalise l'ironie, Merteuil et Valmont, maîtres de la manipulation, me rappellent Antoine. Cette nuit-là, je ne dors toujours pas, mon esprit tourmenté par des questions sans réponse. C'est le premier craquement majeur dans notre mariage, une faille béante qui me force à questionner tout ce que je croyais stable, notre amour, notre vie commune, mon identité même. Paris, la ville des Lumières, semble soudain plus sombre, et en moi,
une résolution timide émerge mais pour l'instant, la douleur domine, un écho lancinant de cette soirée fatidique. Seul dans notre appartement rue de Rivoli, après cette soirée cauchemardesque au Louvre qui m'avait laissé brisé et humilié, je commence enfin à assembler les pièces d'un puzzle que j'avais trop longtemps ignoré, comme si les fragments épars de notre vie commune se révélaient soudain sous une lumière crue et impitoyable. Paris, dehors, continue son balai incessant, les klaxons des voitures, les rires des passants sous les arcades, le murmure distant de la Seine. Mais à l'intérieur, l'air semble plus lourd, chargé d'un silence oppressant qui amplifie chaque battement de mon cœur. Antoine est parti tôt ce matin-là pour une réunion urgente, me laissant avec mes pensées tourbillonnantes et un appartement qui me paraît maintenant une prison dorée, avec ses meubles élégants et ses étagères remplies de livres qui, autrefois, étaient mes refuges. Je m'assois sur le canapé en cuir, encore imprégné de son odeur de parfum boisé, et je respire profondément, essayant de calmer la tempête intérieure. Mais les images de la veille reviennent en force, ces mots tranchants, les regards de pitié, ma fuite sous la pyramide illuminée. Comment ai-je pu en arriver là? C'est cette question qui me pousse à agir, une impulsion née du désespoir. Discrètement, comme une voleuse dans ma propre maison, je fouille dans les affaires d'Antoine. Son bureau, un meuble en acajou massif que nous avions acheté ensemble lors d'un voyage à Bordeaux, cache des secrets que je n'aurais jamais imaginés. Je commence par les tiroirs, évitant de faire du bruit au cas où il rentrerait inopinément. Des dossiers professionnels, des notes griffonnées sur des plaidoiries, rien d'anormal au premier abord. Puis, au fond d'un compartiment dissimulé sous une pile de contrats, je trouve des factures d'hôtels. Pas n'importe quels hôtels, des établissements discrets à Paris même, dans le quartier latin ou près de l'Opéra, datés des derniers mois. Des nuits passées seules, soi-disant pour travailler tard. Mon pouls accélère, pourquoi des hôtels en ville, alors que notre appartement est à 2 pas de son cabinet? Je poursuis, allumant son ordinateur portable qu'il laisse souvent en veille. Le mot de passe notre date de mariage, ironie cruelle, me donne accès à ses emails. La plupart sont professionnels, mais en creusant dans les dossiers supprimés, que je restaure avec une astuce apprise d'un collègue informaticien, je découvre des messages effacés. Des échanges avec une certaine Claire, rendez-vous ce soir à l'hôtel? J'ai hâte de te voir. Tu me manques déjà, mon amour. Claire, je la connais vaguement, une collègue avocate au cabinet, aux cheveux blonds impeccables et au sourire conquérant, que j'ai croisée lors d'une fête d'entreprise. Les dates correspondent au soir où Antoine rentrait tard, prétextant des dossiers urgents. Mon cœur se brise en un millier d'éclats, la trahison est évidente, palpable, comme un coup de poignard dans le dos. Je m'effondre sur la chaise, les larmes coulant silencieusement, un sanglot étouffé dans ma gorge. Comment ai-je pu être si aveugle? Ces messages, ces nuits volées, c'était donc ça, le secret derrière ces distances, ces critiques assises là, les preuves étalées sur l'écran. Je repense à ces manipulations, ces fils invisibles qu'il a tissés autour de moi comme une araignée patiente. Les critiques constantes sur mon apparence, cette robe ne te va pas, fais un effort pour tes cheveux, n'étaient pas des conseils bienveillants, mais des armes pour éroder ma confiance, me garder sous contrôle, dépendante de son approbation. Ces attaques sur mes amis, comme Sophie, qui l'accusait d'être une mauvaise influence, visaient à m'isoler, à me couper de tout soutien extérieur. Et les annulations de nos week-ends, ces voyages promis puis évaporés? Des occasions pour voir clair, sans doute. Tout s'emboîte avec une clarté douloureuse, il me maintenait dans une cage dorée, me faisant douter de moi-même pour que je ne voie pas les barreaux pour échapper à l'étouffement de l'appartement. Je sors pour une promenade solitaire au jardin des Tuileries, ce havre de verdure au cœur de Paris où les allées gravent les crisses sous les pas et où les statues classiques veillent comme des sentinelles muettes. L'automne a peint les feuilles en teintes d'or et de rouge, et elles tourbillonnent dans le vent léger, comme mes pensées chaotiques. Je m'assois près de la grande fontaine, l'eau jaillissant en arcs gracieux, son clapotis apaisant contrastant avec le tumulte en moi. Les enfants jouent au loin, des couples se promènent main dans la main, et je me sens étrangère à cette joie simple. Pourquoi ai-je toléré ça? Me demandai-je à voix basse, les mots se perdant dans le bruit de l'eau. Des flashbacks m'assaillent, après chaque dispute, ces excuses larmoyantes, ces promesses de changement, je t'aime, Émilie, je ferai mieux, toujours suivi de pire, d'une emprise plus serrée. Cette fois où il m'avait critiqué devant mes parents, puis m'avait offert un bijou pour se faire pardonner, ou cette soirée où il avait annulé notre voyage à Lyon,
pour ensuite me serrer dans ses bras en murmurant des regrets. C'était un cycle vicieux, une danse toxique où je pardonnais pour préserver l'illusion de notre couple parfait. Au retour chez moi, je me réfugie dans ma bibliothèque personnelle, un coin de l'appartement rempli d'étagères croulant sous les classiques français et les essais contemporains. Caché derrière des volumes de Proust et de Camus, j'ai glissé des livres sur les relations toxiques, achetés en secret lors d'une virée en librairie. Je les ouvre maintenant, dévorant les pages sur le narcissisme, la manipulation émotionnelle, les signes d'abus psychologiques. Les mots résonnent comme des échos de ma vie, le manipulateur isole sa victime, la dévalorise pour la contrôler. Chaque phrase est un miroir cruel, reflétant Antoine tel qu'il est vraiment. Sophie m'appelle ce soir-là, je lui confie tout, ma voix tremblante au téléphone. Il te manipule, Émilie. Sors de là avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle avec une fermeté maternelle, me rappelant nos années d'université où elle me protégeait des cœurs brisés. Pour la première fois, je pleure non de tristesse pour notre mariage perdu, mais de colère envers moi-même. Comment ai-je pu me laisser diminuer ainsi? J'ai perdu ma confiance, cette assurance qui faisait de moi une professeure inspirante, ma joie de vivre, ses rires spontanés lors de dîners entre amis, même mon identité, effacée sous son ombre dominante. Devant le miroir de la salle de bain, éclairé par une lumière douce, je contemple mon reflet, une femme affaiblie, aux yeux cernés par l'insomnie, aux épaules voûtées par le poids des mensonges. Mais au fond de ses yeux noisettes, une étincelle renaît, une lueur de révolte qui grandit comme une flamme naissante. Je ne suis pas cette ombre qui l'a créée, je suis Émilie, la passionnée des lettres, la rêveuse qui a conquis Paris par sa détermination. Antoine rentre ce soir-là, plutôt que d'habitude, un bouquet de roses rouges à la main ironie, la même couleur que ma robe humiliée. Pardon pour l'autre soir, chérie. J'étais stressée, mais je t'aime, dit-il avec un sourire contrit, posant les fleurs sur la table comme un trophée de réconciliation. Son ton est doux, calculé, mais pour la première fois, je vois clair dans son jeu, c'est une tactique, un appât pour me retenir, pour relancer le cycle. Mon esprit bouillonne, une rage froide m'envahit, mêlée à une détermination naissante. Je dois agir, mais comment? Divorcer? Partir? Les questions tournent comme les feuilles aux Tuileries, mais une chose est certaine, la conscientisation est douloureuse, comme une renaissance forcée, arrachant les voiles de l'illusion pour révéler la vérité crue. Elle me pousse vers un avenir incertain, mais libérateur, où je pourrai enfin respirer sans chaîne. Paris, dehors, brille de ses lumières éternelles, et en moi, une nouvelle Émilie émerge des ruines, prête à affronter la suite. Après 4 ans de mariage, marqués par une lente érosion de confiance et une accumulation de blessures invisibles, Antoine fait quelque chose d'inattendu qui, sur le moment, me semble comme une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante de notre relation. Un soir, alors que je rentre d'une journée épuisante au lycée, où j'ai passé des heures à analyser les tourments psychologiques dans « Les fleurs du mal » de Baudelaire avec mes élèves, il m'attend dans le salon avec un sourire inhabituel, presque forcé, qui étire ses lèvres sans atteindre ses yeux verts. « Émilie, j'ai une surprise pour toi », annonce-t-il en me tendant un petit sac de randonnée. On part camper ce week-end, juste nous deux, dans la forêt de Fontainebleau. Des bougies, du vin, la nature. Tu mérites d'être bien traité, je veux te montrer que je suis gentil. Ces mots sonnent comme une réconciliation, un geste pour effacer les humiliations récentes, la soirée au Louvre, les critiques constantes, les découvertes sur Claire. Mon cœur, encore meurtri, vacille, une partie de moi veut y croire, se raccrocher à l'idée que notre amour peut renaître. Vraiment? Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait ça, répondais-je, surprise mais touchée, imaginant déjà les étoiles au-dessus de nous, loin du tumulte parisien. Il acquiesce, m'embrassant sur le front avec une tendresse feinte qui, rétrospectivement, me glace le sang. Le vendredi soir, nous chargeons la voiture, une berline élégante qu'il adore, symbole de son statut d'avocat prospère, et prenons la route vers Fontainebleau, à 1 heure au sud de Paris. L'autoroute file sous les roues, bordée de champs sombres et de silhouettes d'arbres nus en cet automne tardif. Antoine conduit en silence, la radio diffusant une mélodie jazz douce qui masque la tension palpable. Je regarde par la fenêtre, les lumières des villages clignotant comme des étoiles tombées, et je me demande si ce voyage est une trêve ou un piège. Nous arrivons à la lisière de la forêt au crépuscule, l'air est frais, imprégné d'odeurs de terre humide, de feuilles pourrissantes et de résine de pin. Fontainebleau,
avec ses rochers millénaires et ses sentiers sinueux, est un lieu mythique, un labyrinthe naturel où les rois de France chassaient jadis. Nous choisissons un spot isolé, loin des sentiers balisés, sous un ciel qui s'assombrit rapidement. Ensemble, nous installons la tente, une structure moderne en toile verte, achetée pour l'occasion sous les étoiles qui percent déjà la voûte obscure. Antoine allume un petit feu de camp, les flammes dansant comme des esprits malicieux, et dispose des bougies autour, leurs lueurs vacillantes créant une ambiance intime, presque romantique. Il sort une bouteille de vin rouge, un Bourgogne qu'il sait être mon préféré, et des verres en cristal qu'il a emportés avec soin. À nous, à un nouveau départ, trinque-t-il, son sourire forcé masquant quelque chose que je ne discerne pas encore point. La nuit s'épaissit, enveloppant la forêt d'un manteau de mystère. Les bruits nocturnes, ululements de chouettes, craquements de branches, froissements de feuilles sous les pas d'animaux invisibles créent une symphonie sauvage qui m'apaise et m'inquiète à la fois. Nous nous asseyons près du feu, emmitouflés dans des couvertures, et Antoine parle de l'avenir, des voyages en Italie, une maison à la campagne. Ses mots sont sucrés, mais son regard fuyant, évitant le mien, éveille un doute lancinant. Plus tard, alors que les braises rougeoient faiblement, il verse le vin. Je m'absente un instant pour ramasser du bois, et en revenant, par accident ou par intuition, je le vois, dans l'ombre dansante des bougies, glisser quelque chose dans mon verre, une poudre fine, suspecte, qui se dissout rapidement dans le liquide rubis. Mon sang se glace dans mes veines, un frisson glacé me parcourt l'échine, comme si la forêt elle-même me murmurait un avertissement. Qu'est-ce que c'est? Un somnifère pour m'endormir? Pire, un poison pour me tuer? Les découvertes sur Claire, les factures d'hôtel, les manipulations, tout converge en un éclair de terreur. Pourquoi ici, isolé, sans témoin? Mon esprit tourbillonne, mais je feins de ne rien remarquer, reprenant ma place avec un sourire forcé. À ta santé, dis-je en levant mon verre, mais d'un geste discret, alors qu'il regarde ailleurs, j'échange les nôtres. Je bois une gorgée du vin pur, non altéré, et ferme les yeux, simulant un bâillement. Je suis fatigué, chérie. Allons-nous coucher. Allongé dans la tente, sur le matelas gonflable qui sent le plastique neuf, je ferme les paupières, mais mes sens sont en alerte maximale. Le cœur battant comme un tambour de guerre, j'entends Antoine bouger dehors, finissant son verre le mien, drogué. Les minutes s'étirent, interminables, jusqu'à ce que des pas légers crissent sur les feuilles mortes. Les yeux à peine clos, à travers une fente infime, je distingue une silhouette émerger des arbres sombres, une femme, aux cheveux blonds luisant faiblement sous la lune. Claire. Sa collègue, sa maîtresse, celle des messages effacés. Elle s'approche d'Antoine, sa voix un murmure excité, « On fait quoi maintenant ?» Il se lève, l'enlaçant avec une passion que je n'ai pas vue depuis des années. « On célèbre, » répond-il d'une voix rauque, triomphante, en buvant une gorgée du vin drogué de son verre et en lui en offrant un autre, qu'il verse de la bouteille sans doute aussi altérée. Ils s'embrassent avidement, leurs ombres se fondant dans la lueur des bougies mourantes. Puis, riant bas, ils révèlent leur plan odieux, avec l'assurance vie sur Émilie, on aura assez pour recommencer à zéro. Personne ne soupçonnera un accident en forêt. Et si elle se réveille, demande Claire, un soupçon d'inquiétude. La drogue est forte, d'ici l'aube, ce sera fini. On la laissera là, comme une chute fatale. Mon cœur explose en un millier de fragments de trahison, des larmes silencieuses coulent sur mes joues, chaudes et amères, trempant l'oreiller. Comment ai-je pu aimer cet homme? Ce monstre qui complotait ma mort pour une vie avec elle, pour de l'argent froid, je reste immobile, feignant le sommeil profond, tandis qu'ils s'installent près du feu, buvant et riant de leur victoire prématurée. Les heures passent, 3 interminables heures où je compte chaque seconde, mon corps tendu comme un arc, l'adrénaline pulsant dans mes veines. La forêt semble retenir son souffle avec moi, les chouettes se taisent, le vent murmure des secrets anciens. Enfin, quand le silence devient absolu, j'ouvre les yeux avec précaution. La lune, haute dans le ciel, illumine la scène d'une lueur spectrale. Je sors de la tente sur la pointe des pieds, mais pas étouffé par les feuilles humides. Devant moi, leurs corps inertes gisent près des braises éteintes, Antoine, affalé contre un tronc, le visage pâle et figé, Claire, à ses côtés, les lèvres bleues, un verre renversé dans la main. Empoisonnés par leur propre piège, le vin drogué qu'ils ont partagé en célébration.
La panique m'envahit, d'abord un raz-de-marée de terreur. Suis-je responsable? Ai-je tué? Puis, une résolution froide, implacable, s'installe, c'est fini. Ils ont creusé leur tombe, je n'ai fait que survivre. Point les mains tremblantes, j'efface mes traces, je range les verres, disperse les bougies, fais disparaître toute preuve de mon échange. Mon téléphone, chargé à bloc, capte un signal faible, j'appelle la police anonymement, d'une voix déguisée, signalant « décor dans la forêt de Fontainebleau, près du sentier des Roches ». Puis, je fuis dans la nuit, courant à travers les sous-bois sombres, les branches fouettant mon visage comme des reproches vivants. Les rochers millénaires de Fontainebleau, témoins muets, semblent me guider vers la route. J'atteins la civilisation au petit matin, élant un taxi pour Paris, mon esprit engourdi mais clair. Ce point de rupture me brise en profondeur les années perdues, l'amour trahit mais il me libère aussi, comme une chaîne brisée libère un oiseau captif. Je ne serai plus victime, la forêt m'a rendue plus forte, prête à renaître des cendres de cette trahison ultime. Paris m'attend, mais transformé, je sais que rien ne sera plus comme avant. La nouvelle explose comme une bombe dans les médias parisiens, éclaboussant les unes des journaux et les écrans des chaînes d'information continue, couple d'avocats empoisonnés dans la forêt de Fontainebleau, mystère autour d'un week-end romantique qui tourne au cauchemar. Les reporters, avides de détails sensationnels, campent devant l'hôpital Saint-Louis, où Antoine et Claire ont été transportés d'urgence par hélicoptère, leurs corps inertes découverts par des randonneurs matinaux. Les toxicologues parlent d'une substance puissante, un poison rare dissimulé dans du vin, mais les circonstances restent floues. Un suicide pacte? Un accident? Ou pire, un crime? Mon nom est mentionné en passant, l'épouse absente, disparue dans la nuit mais sans accusation formelle. J'ai veillé à effacer toute trace, les verres nettoyés, les bougies dispersées, la tente pliée comme si rien n'avait eu lieu. La forêt, avec ses rochers ancestraux et ses ombres éternelles, a gardé mon secret, comme une complice muette. Antoine survit, miraculeusement. Les médecins, dans leur blouse blanche impeccable, expliquent à la presse que le poison, un sédatif surdosé, mélangé à un alcaloïde végétal, a été ingéré en quantité suffisante pour tuer, mais que l'intervention rapide a sauvé leur vie. Claire aussi s'en tire, affaiblie, alitée dans une chambre voisine, son visage pâle et émacié entend les photos volées par les paparazzis. Ils sont vivants, mais marqués, des séquelles neurologiques potentielles, des tremblements, une fatigue chronique qui les cloue au lit. Moi, je me réfugie chez Sophie, dans son appartement cosy du quartier Montparnasse, avec ses murs tapissés de posters de voyage et son balcon fleuri donnant sur les toits de Paris. Sophie, ma bouée de sauvetage, me serre dans ses bras quand j'arrive, tremblante, les vêtements encore imprégnés de l'odeur de la forêt. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmure-t-elle en me servant un thé brûlant, ses yeux remplis de compassion. Je passe les premiers jours prostrés sur son canapé, revivant la nuit en boucle, le craquement des branches, le rire complice d'Antoine et Claire, leurs corps effondrés sous la lune froide. Puis, le téléphone sonne. C'est lui, Antoine, sa voix faible et haletante filtrant à travers le combiné depuis son lit d'hôpital. Émilie, c'était un accident. Quelqu'un a dû nous suivre, un voleur dans la forêt qui a drogué le vin pour nous dépouiller. Reviens, je t'en prie, je t'aime. Ces mots, un mélange de supplication et de mensonges éhontés, me font frissonner. Il nie tout, pas de Claire dans l'équation, pas de plan machiavélique pour l'assurance vie. C'est un malentendu, chérie. Les médecins disent que je vais m'en sortir, mais j'ai besoin de toi à mes côtés. Je l'écoute en silence, mon cœur durci comme une pierre, voyant Claire dans sa tentative désespérée de réécrire l'histoire. Les enquêteurs appellent ensuite, 2 inspecteurs en civil, un homme aux yeux perçants et une femme au ton professionnel, me questionnent par visioconférence. « Madame Moreau, où étiez-vous cette nuit-là? Pourquoi avoir quitté la scène ?» Je réponds calmement, feignant le choc. J'ai paniqué en les voyant inertes, j'ai cru à un malaise, j'ai appelé les secours anonymement par peur. Pas de preuves directes contre moi, les analyses toxicologiques confirment le poison dans leur verre, mais pas d'empreinte digitale compromettante, pas de témoins. L'affaire est classée comme un empoisonnement accidentel, peut-être une erreur dans la préparation d'un « jeu romantique ». Je raccroche, un soulagement froid m'envahissant, mais aussi une culpabilité fugace que je chasse vite. Antoine ne s'arrête pas là. Dès le lendemain, un bouquet de fleurs arrive chez Sophie,
des lys blancs, symbole d'innocence feinte, accompagnés d'une carte larmoyante. Pense à notre vie ensemble, Émilie. Nos promenades sur la Seine, nos dîners aux chandelles. Tu as besoin de moi, comme j'ai besoin de toi. Les messages suivent, un flot incessant sur mon téléphone, promesses de thérapie de couple, de voyages exotiques en Grèce ou en Italie, de recommencer à zéro. Je changerai, je le jure. Laisse-moi une chance. Chez Sophie, entourée de ses coussins moelleux et de l'odeur réconfortante de son café fraîchement moulu, je lis ses textos un par un, mon estomac se nouant. Chaque mot est une toile d'araignée, tissée pour me piéger à nouveau, regagner le contrôle qu'il a perdu, éviter le scandale qui pourrait ruiner sa carrière. Sophie, penchée sur mon épaule, secoue la tête, ne cède pas, c'est du poison, comme dans la forêt. Sa présence me fortifie, nous passons les soirées à discuter tard, elle me rappelant mes forces oubliées, moi versant des larmes libératrices sur son épaule. Malgré tout, je décide d'aller le voir à l'hôpital, une visite que je redoute comme une confrontation finale. L'établissement, avec ses couloirs aseptisés sentant le désinfectant et la maladie, bourdonne d'activité, infirmières pressées, chariots roulants, bips incessants des moniteurs. Antoine est dans une chambre privée, payé par son assurance ironie du sort, branché à des perfusions qui goûtent lentement. Son visage, autrefois si charismatique, est creusé, pâle sous les néons crus, ses yeux verts, suppliants, se posent sur moi comme des griffes. « Émilie, merci d'être venue, murmure-t-il, des larmes coulant sur ses joues mal rasées. Je t'ai trahi, je l'admets. Avec Claire, c'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais pardonne-moi, s'il te plaît. Nous pouvons recommencer, reconstruire tout. » Sa voix tremble, pathétique, et il tend une main faible vers la mienne. Ses yeux, emplis d'une fausse vulnérabilité, me dégoûtent profondément, un dégoût viscéral, comme si je voyais enfin le monstre sous le masque. Je retire ma main, ma voix froide et ferme, « Non, Antoine. C'est terminé. Pour de bon. » Son expression change en un instant, les larmes se tarissent, remplacées par une rage contenue. « Tu regretteras ça, Émilie. Tu es rien sans moi. Qui te protégera? Tes livres ridicules? Tes amis insignifiants? » Sa voix monte, rauque, et une infirmière accourt, alarmée. Sa fureur confirme tout, ce n'était pas de l'amour, mais du pouvoir, une emprise qu'il refuse de lâcher. Je quitte l'hôpital les jambes tremblantes, mais la tête haute, l'air frais de Paris me giflant comme une renaissance. Le lendemain, je dépose une demande de divorce au tribunal, engageant un avocat discret pour protéger mes biens, l'appartement, mes économies, mes droits sur nos biens communs. Chaque tentative de manipulation d'Antoine, un appel suppliant, un email larmoyant renforce ma détermination, je sens une force nouvelle grandir en moi, invincible, comme un phénix émergeant des cendres. Les nuits sont encore hantées par des souvenirs, la forêt obscure, leur rire complice, le poids de ma décision. Je me réveille en sueur, le cœur battant, mais Sophie est là, me serrant la main, et mes amis des collègues du lycée, ma famille à Versailles forment un rempart. Nous dînons ensemble, riant de mes anecdotes littéraires, me rappelant que je suis aimée pour qui je suis, non pour ce qu'on me force à être. Antoine, lui, s'effondre. Sans preuve formelle, mais avec les rumeurs qui courent dans les couloirs du cabinet, il perd son emploi, le scandale d'une liaison et d'un empoisonnement suspect est trop pour ses associés. Isolé, lui et Claire qui, affaiblis, le quittent bientôt pour se réfugier chez sa famille en province, deviennent des parias du monde juridique parisien. Sa chute m'apporte une justice poétique, un équilibre cosmique qui apaise mes blessures. Je ne cède plus à ses appels, je bloque son numéro, efface ses messages comme j'ai effacé les traces dans la forêt. Ma force émerge des ruines de ce mariage toxique, je me sens grandir, chaque jour un pas vers la liberté. Paris, avec ses rues animées et ses lumières éternelles, semble maintenant un allié, non un décor de ma prison. Les nuits hantées s'espacent, remplacées par des rêves d'avenir, et je sais que, de cette épreuve, je ressors transformée, prête à embrasser une vie sans chaîne. Divorcée enfin, après des mois de procédures judiciaires qui m'ont vidé de mes dernières illusions sur Antoine, je quitte Paris sans un regard en arrière, emportant dans mes valises non seulement mes vêtements et mes livres chéris, mais aussi les fragments d'une vie brisée que je suis déterminée à reconstruire. La gare de Lyon, avec son hall immense et ses voyageurs pressés,
me semble un portail vers la liberté, le TGV file à travers la campagne française, les paysages défilant comme des pages tournées d'un chapitre clos. J'arrive à Lyon sous un ciel azur, la Saône scintillant sous le soleil d'hiver, et je loue un petit appartement dans le vieux Lyon, un quartier aux ruelles pavées et aux traboules secrètes qui évoquent des mystères anciens. L'endroit est modeste, un studio mansardé avec vue sur la rivière, meublé de pièces chinées dans des brocantes locales, une table en bois patiné, un fauteuil usé où je m'installe pour lire tard le soir, une kitchenette où l'odeur du café frais devient mon rituel matinal. Pour la première fois depuis des années, je respire librement, sans l'ombre d'Antoine planant sur chaque décision. Les bruits de la ville, les cloches de la cathédrale Saint-Jean, les rires des passants sur la place des terreaux me bercent comme une mélodie de renaissance. Mon travail de professeur reprend, mais avec une passion renouvelée qui m'étonne moi-même. Au lycée Bellecour, un établissement élégant aux façades Renaissance, je retrouve mes élèves, des adolescents curieux, aux yeux avides de connaissances, qui me rappellent pourquoi j'ai choisi ce métier. Au lieu de me contenter des analyses classiques sur Balzac ou Flaubert, j'infuse mes cours d'une thématique nouvelle, l'empowerment à travers la littérature. Regardez Emma Bovary, dis-je un matin, debout devant le tableau noir, la craie crissant sous mes doigts. Elle est piégée par les illusions d'un mariage toxique, mais imaginez si elle avait trouvé sa voie plus tôt. Comme Jane Eyre, qui défie les chaînes sociales pour affirmer son indépendance. Les élèves débattent avec ferveur, leur voix emplissant la salle aux murs tapissés de posters littéraires. Une fille, timide au fond de la classe, lève la main pour partager son histoire personnelle de résilience. À la fin du cours, elle me glisse un mot, « Merci, Madame Moreau. Vous m'inspirez. » Ces moments me gonflent le cœur, je sens une énergie vitale couler en moi, effaçant les cicatrices des humiliations passées. Le soir, en corrigeant des copies sur mon balcon, le vent charriant l'odeur des bouchons lyonnais voisins, ces restaurants typiques où l'on sert des quenelles et du vin local, je réalise que ces blessures sont devenues des leçons, des armes pour guider les autres vers la liberté que j'ai conquise. Inspiré par cette renaissance, je me lance dans l'écriture d'un roman, un projet cathartique que je garde anonyme pour me protéger des regards indiscrets. Assise à ma table, sous une lampe à abat-jour jaune qui diffuse une lueur chaleureuse, je tape sur mon ordinateur portable, les mots coulant comme un torrent libéré. Le titre provisoire, Les ombres du mensonge. C'est l'histoire d'une femme manipulée, trahie, qui trouve la force de briser ses chaînes, un miroir à peine voilé de ma vie. Les chapitres dépeignent les critiques insidieuses, les humiliations publiques, la découverte de l'infidélité, culminant en un point de rupture dans une forêt sombre. Écrire est douloureux, les nuits où je revis la scène de Fontainebleau, le rire d'Antoine et Claire résonnant dans ma tête comme un écho maléfique. Mais c'est aussi libérateur, chaque page tournée est une victoire sur le passé. Sophie, que je vois souvent lors de ses visites de Paris, elle prend le train pour des week-ends complices, m'encourage avec enthousiasme. C'est brillant, Émilie. Publie-le, ça aidera tant de femmes. Nous nous promenons le long de la Saône, bras dessus bras dessous, riant de nos souvenirs d'université, et elle me pousse à envoyer le manuscrit à un éditeur lyonnais. Quand il est accepté, sous un pseudonyme, je sens une vague de fierté m'envahir, comme si j'avais transformé le poison en élixir. Avec cette nouvelle confiance, je m'aventure dans des voyages solitaires, des escapades qui me reconnectent à moi-même. Un week-end en Provence, je prends le train pour Avignon, loue une petite voiture et roule à travers les champs de lavande fanés par l'hiver, mais encore imprégnés d'un parfum subtil. Les villages Perchégordes, avec ses maisons en pierre ocre et ses vues sur les vallées infinies, me semblent des refuges pour l'âme. Je marche seul sur les sentiers, le soleil caressant ma peau comme une étreinte libératrice, chassant les frissons de la forêt de Fontainebleau. À midi, je m'arrête dans un café rustique, dégustant une salade niçoise fraîche, le vent jouant dans mes cheveux. Pour la première fois, je n'ai pas peur de la solitude, elle est une compagne bienvenue, me permettant de réfléchir sans entrave. De retour à Lyon, je rencontre de nouveaux amis lors d'une soirée littéraire dans un bar du quartier de la Croix-Rousse. Autour d'une table en bois brut, sous des lumières tamisées, nous discutons de livres et de vie, un écrivain local, une artiste peintre, un musicien aux dreadlocks. Leur rire franc, sans chaîne ni jugement, m'enveloppe comme une couverture chaude, je raconte des anecdotes de mes cours, et ils m'écoutent, fascinés, me faisant me sentir vivante, valorisée pour qui je suis. Un soir, alors que je rentre d'une promenade le long des berges de la Saône,
où les lumières des bateaux se reflètent comme des étoiles dans l'eau noire, je trouve une lettre dans ma boîte, l'écriture familière d'Antoine, tremblante sur l'enveloppe. C'est sa dernière tentative, un plaidoyer suppliant. Émilie, je suis brisé sans toi. Pense à ce que nous avions. Je t'en prie, reviens. Les mots, imprégnés de manipulation déguisée en regret, me font frissonner. Debout dans mon appartement, la lettre à la main, je sens une rage froide monter, puis se transformer en résolution. J'allume une bougie ironie, comme celle de la forêt et je la brûle dans l'évier, regardant les flammes consumer le papier jusqu'aux cendres. Symbole de ma renaissance, ce geste efface les derniers liens, plus de doutes, plus de peur. Je me sens entière, indépendante, comme si les pièces manquantes de mon puzzle s'étaient enfin assemblées point marchand dans les rues lyonnaises, les traboules résonnant de mes pas assurés, je contemple mon reflet dans une vitrine, une femme forte, aux cheveux châtains cascadant librement, aux yeux noisettes brillants d'une lueur nouvelle. La trahison m'a forgé dans le feu, elle a brûlé l'ancienne Émilie, naïve et soumise, pour révéler une version plus résiliente, une guerrière des mots et des émotions. J'ai trouvé ma voie, non seulement dans mes cours ou mon roman, mais dans la vie quotidienne, dire non sans culpabilité, choisir mes chemins sans approbation. Ma liberté est palpable, comme l'air frais des monts du Lyonnais que j'escalade les week-ends, sentant mes muscles se renforcer avec chaque pas. Le futur s'ouvre devant moi, empli de possibilités infinies, peut-être un nouvel amour, un jour, avec quelqu'un qui me respecte comme une égale, mais d'abord, moi-même, ma priorité absolue. Les rêves de la forêt de Fontainebleau me hantent encore parfois, les ombres des arbres, les corps inertes, le poids de ma survie. Mais ce ne sont plus des cauchemars, ils sont des triomphes, des rappels de ma force intérieure, des chapitres clos qui m'ont propulsé vers cette nouvelle vie. Je suis Émilie, réinventée, prête à conquérir le monde avec une autosufficientia conquise de haute lutte. Lyon, avec ses collines escarpées et ses rivières convergentes, symbolise mon parcours, des chemins tortueux menant à des horizons vastes. Chaque matin, en sirotant mon café sur le balcon, observant les joggeurs le long de la Saône et les pigeons picorants sur les pavés, je souris à l'avenir. Plus de cages dorées, plus de manipulations sournoises, seulement moi, libre et entière, dansant au rythme de ma propre symphonie. La vie, enfin, m'appartient.